Alors, j'ai le plaisir de vous présenter Françoise, que je connais personnellement depuis 95. Et lorsque j'ai été embauchée à la table, je ne savais pas que je suivais les traces de Françoise, qui a été coordonnatrice de la table aussi. Évidemment, moi, je n'ai pas été coordonnatrice en 95, mais Françoise en 94 et moi en 2007. Et donc, il y a bien des choses qui nous unissent, Françoise et moi, mais notamment la job qu'on a fait, une des jobs qu'on a fait dans la vie. Alors, et je voulais, avant de lui donner la parole, revenir sur un des documents que Nicolas a parlé de 93 pour un projet de société alternative, communautaire et féministe. C'est fondamental dans la vie de la table encore aujourd'hui. Je le déposerai sur la table là-bas dans la conclusion, et c'était un document qui analysait la politique de santé et bien-être qui a été déposé en 92. Et dans les conclusions, il y a ce qu'on dit encore aujourd'hui. On peut voir ça comme étant, bon, ben, on radote, mais en même temps, ça dit que dès cette époque-là, on savait ce qu'on avait à faire. On connaissait les liens qu'il fallait faire avec les déterminants sociaux de la santé. C'est marqué là-dedans qu'il fallait travailler sur les conditions de vie des populations. C'est marqué là-dedans qu'il fallait s'objecter à la privatisation, à la tarification, toujours là-dedans. Dès 93, la table était sa bonne traque. Et donc, c'est très, très intéressant. On lit ça, puis on se dit, on aurait pu l'écrire aujourd'hui, mais ça donne l'impression surtout d'avoir été, on ne pas être en train de faire n'importe quoi. On fait ce qui était supposé être fait. Alors, Françoise, on te laisse la parole. On a demandé à Françoise de nous situer Oui, comment ça se passait dans les premières années, le contexte, le pourquoi de la création de la table, le climat dans lequel la table s'est créée. C'est pour ça qu'on a mis bien des dates au début, pour qu'après ça, elle ait la liberté de parler comme elle le souhaitait. Alors, on t'écoute, Françoise. ben, d'abord, merci beaucoup. Puis, est-ce que vous m'entendez? Ben, bonjour tout le monde. Ça m'a vraiment fait plaisir quand Mercedes m'a demandé de vous dire quelques mots. En même temps, j'ai dit, écoute, Mercedes, moi, je me rappelle pas de tout, là, mais vous savez comment elle est, votre Mercedes, hein? Elle est allée chercher et elle a trouvé des piles de documents, dont un que j'avais écrit, c'est tellement drôle, et qui m'ont permis de me replacer un peu à l'époque. Donc, ben, je vais vous dire quelques mots, puis je pense qu'après ça, on aura une période d'échange. Euh, ben, en fait, pourquoi cette table s'est mise sur pied? Bon, elle s'est mise sur pied beaucoup à l'initiative, en fait, de quelques groupes là, des organismes nationaux, dont l'Aire des centres de femmes et le regroupement des ressources alternatives en santé mentale, qui travaillaient déjà ensemble sur certains dossiers. Et dont la coordonnatrice à l'époque, ça a peut-être été dit tout à l'heure, mais j'y étais pas, était notre très grande amie et très, très, très regrettée Lorraine Gay, qui est décédée il y a quelques années. Donc, déjà, on travaillait ensemble. Et là, suite à la réforme, c'est-à-dire, il y a déjà des projets de réforme qui suivent la commission Rochon, bien sûr, et arrive le projet de loi 120. Là, tout ça, ça se suit, c'est normal. Il y a d'abord les grands textes et puis après ça, les projets de réforme. Puis là, oui, il y avait déjà d'autres coalitions, mais il n'y en avait pas qui étaient, disons, dédiées à peu près exclusivement à santé services sociaux, à faire face à ces réformes qui se succédaient et dont là, il y en avait une vraiment importante, là, le projet de loi 120 du ministre Marc-Yvan Côté, qui allait complètement changer, moi je dirais, la charpente du réseau. Je sais bien que pour vous, c'est rien d'extraordinaire parce que en date d'aujourd'hui, ça doit faire 4 fois là, qu'ils font des réformes comme ça. Mais à l'époque, c'était quand même vu comme une réforme extrêmement importante, puis qui avait des impacts très, très sérieux pour les organismes communautaires qui s'étaient énormément développés, là, je dirais, dans les années 70, mais surtout 80.
juste les centres de femmes, au début, dans les années 70, il y en a une dizaine, puis dans les années 80, il y en a une centaine. C'est juste pour donner un exemple. C'est parce que c'est là que je travaillais. Donc, la mise sur pied de la table, dans le fond, c'est une réponse à des enjeux qui nous paraissent, je vais vous en parler brièvement, là, qui nous paraissent vraiment énormes et qui, quelque part, ne concernent que nous, c'est-à-dire les organismes communautaires en santé, services sociaux. Donc, oui, il y a d'autres coalitions qui existent à l'époque. Là, moi, je me rappelle entre autres du MEPAC, mais on n'est pas, comment je dirais, dont on fait toutes des choses importantes. Là, c'est pas ça la question, mais on n'est pas au même endroit. Nous, le besoin qu'on ressent, c'est vraiment un besoin d'être ensemble et solidaires face à un ministère, celui de la santé et des services sociaux, qui va nous embarquer dans une réforme qui est absolument importante. Ce besoin-là aussi vient du fait que même entre nous, il y a des organismes qui se parlent beaucoup. Je vous ai dit que l'AIR travaillait, par exemple, de près avec les ressources alternatives en santé mentale, mais mettons, les organismes bénévoles, voyons comment on les appelle, ben oui, c'est ça, tous les organismes, là, les centres d'action bénévole, tout ça. On connaît moins, on travaille moins ensemble, mais pourtant, ils ont aussi un financement santé, services sociaux. Il y a déjà des organismes qui ont des plans de financement nationaux. À l'ère des centres de femmes, on aura notre premier plan national, si je me rappelle bien, autour de 1989 à peu près. Avant, les centres de femmes n'avaient pas un sou. À la même époque, les maisons de jeunes aussi obtiennent un plan de financement. C'est pareil pour les ressources d'hébergement, elles en obtiennent. Puis c'est important que tout ce monde-là se parle parce que, on va dire les choses clairement, là, quand on se parle pas, ben des fois, il peut se développer des petites anicroches, des préjugés, tout ça, parce qu'on a l'impression que l'autre, il y en a toujours plus que nous. Hein? Même dans le communautaire, on a ce genre d'idée-là. Donc, le fait d'être ensemble autour d'une table, je me rappellerai toujours la fois où on a mis les chiffres sur la table, combien chacun des organismes ou des regroupements recevait, ça, ouf, tu sais, ça fait du bien, puis ça améliore la solidarité, en fait. Évidemment, on avait besoin d'établir un rapport de force. Bon, vieille recette, hein, c'est pas d'aujourd'hui. D'être nombreux, d'être ensemble face à un ministère qui est quand même assez puissant au Québec, ben c'est mieux que d'y aller tout seul, chacun de son côté. Vieux principe. Parce que si tu y vas tout seul, peut-être que cette année, tu vas être gagnant, mais que l'année prochaine, tu vas être perdant parce que ça va être l'autre qui va en avoir plus. On est aussi bien d'être ensemble, puis de dire que c'est ensemble qu'on revendique. Alors, essentiellement, la création de la table, c'est très concret, là. Oui, il y a des principes là-dedans, mais qui sont très, très assis concrètement. Et avec la réforme annoncée qu'on retrouve dans le projet de loi 120 à l'époque, il y a des enjeux quand même majeurs, là. Je ne veux pas en parler trop longuement, mais évidemment qu'il y a des enjeux de financement, parce que là, c'est l'ensemble du communautaire qui dit on veut être reconnu à notre juste valeur et on veut être financé en conséquence. Il y a toute la question de la reconnaissance, je dirais, de notre action sociale. Un organisme communautaire n'est pas un CLSC. Ben oui, je sais, ça semble simple, mais il faut que ça devienne évident pour la direction du ministère Santé et Services sociaux. Un organisme communautaire, oui, donne des services, mais il les donne à sa façon, avec ses objectifs. C'est lui qui détermine à qui il veut en donner et la façon. Et en plus, un organisme communautaire, on le disait à l'époque, j'imagine que c'est pareil aujourd'hui, veut être autonome, déterminer ses orientations et ses approches. Je me souviendrai toujours de cette phrase-là. Et donc, ne pas se voir doté d'un mandat trop précis, encarcané là, par le ministère de la Santé. Quand on va critiquer le projet de loi 120, on va reconnaître certaines avancées.
Par exemple, le projet de loi reconnaît le rôle des déterminants de la santé, qui est un vocabulaire que vous avez entendu souvent. Évidemment, le danger dans les déterminants de la santé, c'est souvent de ne parler que des déterminants individuels. Hein? Il faut que les personnes se prennent en main, qu'elles mangent bien, puis patati patata. Nous, on apporte beaucoup la question des déterminants sociaux de la santé, déjà à l'époque, et on a quand même une certaine écoute du ministère. Je dirais que la question des conditions de vie, des inégalités sociales, que nous, on apporte aussi beaucoup, elle est écoutée dans une certaine mesure quand même par le ministre de l'époque, Marc-Yvan Côté, et par le ministère. Je vous dis pas qu'ils vont aussi loin que nous, mais on sera pas en chicane épouvantable avec eux autres là-dessus. On leur dit aussi, on veut bien être vos partenaires, mais on ne veut pas être assujetti à toutes vos décisions, vos approches. On veut être des partenaires égaux, au fond. Alors là, je vous laisse juger de ce que c'est devenu aujourd'hui. Là, moi, je suis beaucoup plus loin que ça, donc vous êtes capable de voir. Mais à l'époque, la façon dont nous traduisons ça devant le ministre, qu'on va rencontrer à quelques reprises, c'est de dire on ne veut pas embarquer dans vos plans régionaux d'organisation de services, les fameux PRO qu'on disait à l'époque. On veut continuer d'être autonome dans la détermination de ce qu'on veut faire. On a nos propres objectifs. Oui, on veut bien être partenaire. Le partenariat se faisait surtout, en fait, avec les CLSC, là, soyons clairs, parce que c'était les organismes les plus proches des milieux. Mais même avec les CLSC, il y en a avec qui ça se passait très bien, puis il y en a d'autres qui comprenaient pas qu'on voulait être des partenaires autonomes. Donc, c'était quand même, tu sais, un petit peu de tirade. En tout cas, ça se tiraille un tout petit peu, là, pas des affaires épouvantables, mais il fallait tout le temps rappeler ce qu'on voulait. Donc, ça a été un travail quand même, moi je dirais, là, énorme, énorme. Que tout ce travail qui a bien duré 1 an ou 2, là, de clairement identifier ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas, et surtout, évidemment, de le négocier avec le ministère. J'essaie de regarder si j'en ai oublié. Oui, il y a 2 reproches qu'on fait beaucoup à tous les documents du ministère. C'est de ne pas avoir d'approche féministe. Il n'y a pas d'approche spécifique à l'égard des femmes. On est au premier balbutiement. Voyons, je l'ai sur ma feuille. Donc, oui, et deuxièmement, et c'est encore vrai aujourd'hui, la maigre part accordée par le projet de loi aux services sociaux. Ça touche moins directement les organismes communautaires, là, mais c'est encore vrai aujourd'hui. C'est toujours la santé. Toujours très hospitalo-centriste, là. Et déjà, à cette époque-là, on le critique vivement. Alors, la question qu'on peut se poser, bon, oui, c'est sûr que la mise sur pied d'une nouvelle coalition, puis qui prend de l'importance, ça prend tellement d'importance que vous êtes là aujourd'hui, puis vous êtes nombreux. C'est sûr que ça ne s'est pas fait sans parfois, bon, il fallait un petit peu s'expliquer avec d'autres coalitions. Puis en fait, ce que j'ai réalisé en parlant avec Mercedes, puis en recevant des documents et tout, c'est qu'il y a encore plus de coalitions maintenant qu'il y en avait à l'époque. Je ne sais pas très bien comment vous vous arrangez avec tout ça, parce que probablement plusieurs d'entre vous êtes membres de plusieurs coalitions. Et je ne saurais pas très bien quoi dire face à ça. Probablement que prises une par une, elles sont toutes importantes, mais qu'à l'addition, ça fait beaucoup de réunions. Hein? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas trop quoi vous dire, mais en ce qui a trait, en tout cas, au début donc de la table, celle dont on parle, moi, j'ai jamais regretté, et les organismes qui étaient là autour avec leurs coordonnateurs, coordonnatrices, n'ont jamais regretté d'avoir mis sur pied cette table, parce que très rapidement, à l'époque, là, on est devenu une interlocutrice, au fond, indispensable du ministère Santé et Services sociaux, qu'on a pu à certains moments influencer.
disons-le comme c'est, là, à certains moments, on a pu vraiment apporter nos points puis gagner un certain nombre de points. Je vous rappellerai aussi que c'est le moment où on instaure les régies régionales avec tout leur fonctionnement. Et sur les CA des régies régionales, il y a des places pour les organismes communautaires. Puis là, ça sera très variable dans la pratique d'une région à l'autre. Il y a des régions qui carrément les prennent les places, puis les représentants et représentantes sont en lien avec les les groupes communautaires du milieu, puis quand ils arrivent au CA, ils mènent des batailles, puis il y a des places où ça se passe bien, et d'autres où les organismes communautaires sont très réticents à occuper les places, ou alors les autres qui sont là n'écoutent pas le communautaire. Donc, c'est très, très, très variable, mais de toute façon, cela est une époque révolue. Alors, la dernière question que Mercedes m'avait posée, puis à laquelle j'ai envie de répondre, mais honnêtement, j'y réponds un peu sur la pointe des pieds parce que je suis pas à votre place et il y a certainement des éléments qui m'échappent. Est-ce qu'on a besoin encore actuellement de ce genre de coalition qu'on peut appeler table aussi, là? Et comment s'assurer que ces regroupements-là puissent vivre, puissent avoir de l'importance, puissent avoir de l'influence? Ben, encore là, moi, j'ai pas de recette miracle, mais il y en a une que j'ai conservée un peu toute ma vie, c'est que les batailles, quand on les fait séparément, il y a bien, bien des chances qu'on ne les gagne pas. Alors, à contrario, si on mène des batailles ensemble, plus on est nombreux, plus on est ensemble, ensemble pour vrai, là, avec des revendications communes, des actions communes, on fait du bruit. Cela s'entend dans la société québécoise, eh bien, plus on va possiblement, c'est jamais assuré, remporter des victoires. Il y a des groupes qui me posent un peu la même question dans de tout autre domaine et j'ai la même réponse. En ce moment, je pense qu'au Québec, on a de la difficulté, pour toutes sortes de raisons, à se faire entendre du gouvernement du Québec, quel que soit le sujet. Peut-être parce qu'il y a un effet pandémique qui n'est pas tout à fait terminé, que les organismes, quels qu'ils soient, hein, pas juste vous, là, sont fatigués, un peu épuisés de travailler dans des conditions tellement difficiles. Et puis, il y a ce qui se passe aux États-Unis, on n'en parlera pas, là, mais ça nous atteint, veut pas, ça nous atteint dans tout ce qu'on croit, dans tout ce qu'on pense, mais moi, je rencontre beaucoup de gens qui se sentent atteints personnellement. Ça vient jeter un peu une chape de plomb, là. Et donc, face à ça, je pense qu'on a un petit peu de difficulté à réagir ensemble, collectivement. Moi, il y a des gens qui me disent tout simplement qu'ils attendent la prochaine élection, puis qu'ils ne voient pas trop qu'est-ce qu'ils pourraient faire entre-temps. Je pense que c'est une grave erreur. Je pense, regarde, c'est mon opinion, là, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, parce que je ne suis pas sûr qu'à la prochaine élection, on va régler nos problèmes. Je n'ai pas besoin de vous faire la liste des problèmes grandissants sur la scène sociale, là. C'est le mot itinérance qui me vient en premier à l'esprit, mais c'est juste parce que c'est peut-être en hiver, en tout cas, le problème le plus visible. Mais vous savez très bien, puis je le sais un peu moi aussi, là, quand même, que dans la société québécoise, il y a des tonnes de gens vulnérables, là, hommes, femmes, enfants, personnes âgées, etc., de diverses façons, pour toutes les raisons possibles, puis que sans les organismes communautaires, je sais même pas qu'est-ce que la société québécoise deviendrait. Ça, je pensais ça quand j'étais jeune, puis je le pense encore. Donc, il y a même des situations qui s'aggravent, là. Les inégalités de richesse, moi, me scandalisent profondément, puis c'est pas parti pour se terminer. Puis ce que ça fait, c'est que là, le gouvernement dit qu'il veut pas aller chercher de l'argent dans les poches des plus riches, dit on n'a pas d'argent, on coupe. Dernièrement, il y a des organismes en insertion au travail là, qui viennent d'être coupés. C'est une vraie honte. Coupés complètement, là. Vous les connaissez peut-être, en tout cas. C'est une vraie honte, en fait, ce qui se passe, et on détourne l'attention par des pseudo-problèmes de laïcité. Vous savez ça aussi. Donc,
honnêtement, moi, je pense que cette table à laquelle je parle, elle a toute sa raison d'être. Elle l'avait à sa fondation. Moi, je pense qu'elle l'a encore. J'en suis vraiment convaincu. Mais là, après, l'ultime question, puis c'est pas, moi, je ne peux pas y répondre. Vous connaissez les réponses mieux que moi. Faut-il tant de coalitions? Faut-il toutes ces coalitions que je sais maintenant qui existent? Faudrait-il un mouvement, ne serait-ce que temporaire, justement entre maintenant et l'élection, qui rassemble toutes ces coalitions et qui dit aux gens qui veulent se présenter pour devenir le prochain gouvernement du Québec, on a des revendications communes et on va marcher ensemble, marcher dans tous les sens du terme. D'ailleurs, moi, j'en suis un petit peu rendu là. Alors, on va prendre trois questions. C'est Stéphanie. Oh là là. Allô, Françoise. Moi, je travaille à l'art présent. Bonjour. Allô. Oui, je t'entends. Je savais que on avait de la difficulté avec l'approche féminine. Ah, Tiens, OK, là, on Ça- t'entend. Tu nous entends? Bon, OK, oui, vas-y. Oui, c'est oui, ça. même je vous vois, OK, là, ça même va que marcher. je vous vois. Ouais. Bon. Allô. Oui, c'est ça. On t'a parlé au début de ton allocution qu'il y avait des problèmes au niveau des négociations par rapport à l'approche féministe. Quand est-ce que tu as constaté que ça avait changé, si jamais ça a changé? Parce que moi, en travaillant à l'air, puis en étant aussi à la présidence de la table, mais chaque fois que j'en ai l'occasion, je fais valoir que ces 80%, ce sont des femmes qui travaillent dans les organismes communautaires. Puis, ben, il n'y a rien qui change. Leur perspective féministe, à mon avis, elle a pas évolué depuis les 40 dernières années, mais peut-être que je suis trop défaitiste. J'aimerais savoir ton opinion là-dessus. Veux-tu prendre cette question-là? Ouais, peut-être que tu vas- Attends, Françoise, veux-tu juste ramasser cette question-là? Puis on va entendre aussi Noémie qui a une question, puis Pierre. Noémie? Peut-être qu'on t'entend de loin. Tu peux l'essayer. OK. Est-ce que c'est loin ou Oui, pas? essaye, voir. Ouais. Oui, donc Noémie, directrice du Rocage. En fait, moi, Tu l'entends? ça fait 10 ans que je suis au Québec. Puis là, quand on prend le récit de l'histoire du communautaire des années 70 à aujourd'hui, la question que je me pose, c'est, ouais, toute cette mobilisation-là, ils ont probablement eu des gains, et j'aurais envie de demander quels ont été les gains, parce que sinon c'est vraiment décourageant. Donc, quels sont les gains depuis combien de temps, t'as dit? Mais depuis la naissance de la table. Depuis les 100 ans. Oh, OK, c'est un gros contrat. Pierre? Puis après ça, tu répondras, Françoise. Merci Françoise pour ton implication et un peu le portrait que tu donnes. J'ai une préoccupation, moi, sur la mémoire organisationnelle. OK? Tout ce que vous avez fait, tous les acquis actuels par rapport au défi qui est de se garder ensemble, de se faire entendre, de la fatigue des revendications et des phénomènes externes dont on a parlé avec monsieur Trump. Euh, As-tu des trucs, as-tu des éléments d'expérience qui fait qu'on est capable de garder une mémoire organisationnelle de ce mouvement? Oui. OK. Pour ce qui est de la troisième question, je suis pas tout à fait sûr d'en comprendre le sens. Moi, j'ai l'impression, au vu de la présentation qui vous a été faite avant, puis que j'avais eu, moi, au préalable, là, que j'avais regardé, j'ai l'impression que la mémoire organisationnelle, vous l'avez. En fait, je trouve ça assez extraordinaire. Mon Dieu, tout ce que vous pouvez conserver, puis comment vous pouvez, oui, vous en servir pour voir ce qui est possible. En fait, c'est drôle parce que les deux premières intervenantes sont plus allées en fonction de l'approche féministe, du féminisme, mais tout le monde se pose la question, on dirait, de oui, mais les gains, comment on peut les faire? Moi, je veux vous dire que on en a fait des gains au début des années 90, là, avec le projet de loi 120 de Marc-Yvan Côté. Des gains. On a eu, par exemple, à l'ère qui n'avait pas de cadre de financement, ben, en 92, on a eu notre deuxième cadre de financement qui répondait pas totalement, ça répond jamais totalement, mais qui répondait quand même en bonne partie
à nos demandes. Et puis, toute la question de l'autonomie du communautaire a été quand même reconnue à cette époque-là dans le texte de la loi. Bien évidemment, après ça, il faut voir comment ça s'applique. Je sais bien, les institutions sont toujours tellement tentées de nous, tu sais, comme de nous harnacher, de nous embarquer dans l'affaire. Puis c'est sûr que c'est pas nous les plus gros, là. C'est pas nous les plus gros individuellement, mais c'est nous pas les plus gros, mais on est gros si on se met ensemble. Donc, c'est la raison d'être de votre table. En tout cas, j'espère qu'il ne vient à l'idée de personne de se passer de cette table parce que je pense que vous en avez trop besoin, mais je la comprends, la déception. Là. J'ai lu votre communiqué suite au dernier budget. Le budget du Québec ne répond pas du tout ou si peu là, à vos demandes réelles. Puis déjà, moi, quand j'étais plus proche, là, quand j'étais même après ça à la Fédération des femmes, mais je restais proche des organismes communautaires, je me rendais bien compte que ce qui était donné comme financement, par exemple, ne permettait pas aux organismes communautaires de donner des salaires décents à leurs employés. Mais à l'époque, il y en avait des employés parce que on était en période de récession. Donc, il y avait plein de gens, autrement dit, qui cherchaient du travail. Là, je sais qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est en train de changer, mais ces dernières années, ben, ça arrivait souvent que vous aviez des employés qui pouvaient s'en aller travailler dans le secteur public, puisque le secteur public était en besoin criant de personnel. Et c'est sûr que si tu passes au secteur public, tu fais un meilleur salaire. Moi, j'ai fait le contraire en passant. Je suis passé du public au communautaire où j'ai eu bien plus de fun. Moins d'argent, mais beaucoup plus de fun. Fait que oui, comment je dirais, les défis sont sans doute différents, mais comme je l'ai dit, je le répète, il n'y a pas 36 façons. OK. Il n'y a pas 36 façons d'en sortir, c'est d'être ensemble. Puis là, de trouver les meilleurs moyens de vous faire entendre. Est-ce que vous m'entendez encore? Oui, mais la connexion est instable. M'entendez-vous? Oui. Okay. Mais la connexion est très, très instable. Alors, je finis sur la question des gains. OK. Ben alors, je vais terminer vite. Juste un mot sur la question de l'approche féministe, gain, pas gain. Honnêtement, là, si je repense aux années 70, début 80 par rapport à aujourd'hui, mais ça serait l'objet de toute une autre là, rencontre. On a fait des gains féministes importants, hyper importants, là, au plan des lois, des mesures, d'une meilleure compréhension, du discours public. Faut vraiment avoir vécu les années 70 là, pour savoir à quel point on est ailleurs maintenant. Est-ce que ça veut dire que tout est réglé? Bien sûr que non. Mais je trouve ça important de comprendre d'où on vient pour savoir que les groupes de femmes, tous les groupes de femmes là, ont mené des luttes exemplaires et obtenu des changements spectaculaires dans les lois, ne serait-ce que ça, et après ça, dans les manières de travailler. Mais est-ce que ça a percolé partout dans le système de santé? Non. Pas plus que, mettons, il a fallu parler de l'autoracisme là, avec Joyce Echaquan, tu sais. Il y a des notions qui sont écrites sur papier puis qui ne percolent pas dans la réalité, là. Alors, je suis pas prête à dire que tout est réglé, pas du tout. Je dis simplement qu'il y a des portes ouvertes maintenant beaucoup plus largement qu'elles ne l'étaient il y a 40 ou 50 ans. Alors, merci beaucoup, Françoise. Je pense qu'on peut